podcast Perspective au cœur des idées. Aujourd'hui, nous allons partager un moment de plaisir. Ce plaisir que vous ressentez en utilisant un objet de votre quotidien. On se souvient rarement de sa première machine à laver, de son premier aspirateur et même de son premier ordinateur ou téléphone. On se souvient par contre de son premier vélo et on se souvient toute sa vie de sa première voiture. Nous allons donc parler d'automobile, d'industrie, de design, de conception et surtout de passion avec David Tohig et Jean-Louis Fréchin. David Tohig est un vétéran de l'industrie automobile. Originaire de Cork en Irlande, il a commencé sa carrière d'ingénieur chez Nissan au Royaume-Uni en 1992, puis chez Renault, après la création de l'alliance Renault-Nissan. David a dirigé les équipes d'ingénieurs responsables de 3 véhicules importants dans notre histoire, le Nissan Qashqai de première génération en 2007, la Renault Zoé en 2012 et enfin la voiture de sport multiprimée, l'Alpine A110 en 2017. David a été nommé ingénieur de l'année par le magazine britannique Autocar en 2018. Il vit actuellement en France et travaille comme consultant en ingénierie automobile. Il vient de publier Au cœur de la machine, le récit d'une aventure humaine et celle d'un ingénieur déterminé qui a sans cesse cherché à repousser les frontières de l'industrie automobile. Son livre est une véritable déclaration d'amour à ce génie automobile et une lecture pour tous les passionnés de voitures et d'ingénierie. Jean-Louis Fréchin est l'un des grands designers français contemporains. Architecte de formation, diplômé de l'ENSI, il est fondateur de l'agence No Design, la première agence de design numérique. Enseignant, il a été fondateur de l'atelier de design numérique, ancien directeur de l'innovation de la perspective de l'ENSI Les Ateliers. Il est conférencier international, commissaire d'exposition, chroniqueur pour les Échos. Il est spécialisé dans la création, l'innovation et les réflexions stratégiques dans les domaines des technologies de la formation, des interactions et des usages sur les projets industriels, urbains et culturels. Il a aussi été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite et le mérite bien. Il vient de publier Le Design des choses, un ouvrage de référence qui s'adresse à tous les créatifs et à tous ceux qui s'engagent dans la transformation de notre époque. Alors pour commencer, je vais demander à Jean-Louis et à David, quelle a été votre première voiture et quelle émotion et souvenir ça vous a procuré? On peut commencer peut-être par David. Bonjour à toutes et à tous, et vous allez être fiers de moi, comme vous avez dit, Phil, je suis pas français euh, par naissance, mais j'étais bien parti dans l'automobile parce que ma toute première voiture, c'était un Peugeot 205, très Ah, précisément 205 XS. J'avais 22 ans et malheureusement, je pouvais pas toucher le fameux 205 GTI de l'époque. J'ai acheté la version un peu plus petit, un peu moins puissant, mais pour moi, c'était le premier amour. Et comme tu as dit, on se souvient toujours de ces premiers amours. Donc, 205 XS pour moi, produit de Sochaux. et Jean-Louis? Moi, c'est une histoire un peu ratée parce que j'adorais la 4L et ma mère avait une R6, donc j'ai appris à conduire sur une Renault 6, qui était une espèce de chameau entre la 4L et la R16. Ensuite, j'ai racheté non pas la 2 chevaux de mon frère, mais la Diane, qui était également une version moins belle de la 2 chevaux originale. Quand je me suis marié, j'ai eu ma fille, j'ai acheté vraiment une voiture neuve, alors que j'étais encore étudiant, qui est une Renault Twingo. Je crois que j'ai été dans les 100 premiers acheteurs. J'achetais pas une voiture, j'achetais une démonstration de design. Et pour moi, c'était absolument ce que je voulais faire dans la vie. Voilà. Ah oui, donc comme quoi ça confirme effectivement que cet objet du quotidien est l'un des seuls avec qui on a cette relation si particulière et qui a aussi cette particularité de nous accompagner dans les étapes de notre vie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre existence, et il y a peu d'objets comme ça, et peu d'objets qui ont autant évolué depuis leur naissance. C'est-à-dire que c'est incroyable, cette évolution à la fois technique et d'usage et d'appropriation qui s'est faite avec l'automobile. On la retrouve dans très peu de produits. L'aviation a aussi eu une explosion en un siècle qui est colossale. Mais la voiture, qui est l'objet appropriable par excellence, c'est quand même fou ce développement qui a pu se faire au cours du temps, et un développement extrêmement rapide. Et on peut être fier en Europe d'avoir quand même aussi un produit dont l'origine et dont le développement s'est beaucoup passé dans nos pays, quoi. Donc, je vais, on va démarrer sur cette finalement
Comment est conçue une voiture? David, on sait mal, on a du mal à se plonger au cœur de l'industrie automobile. C'est, on imagine que des gens sont là et ils dessinent un modèle, on crée le moteur, on ne sait pas qui fabrique quoi, on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas vraiment qui sont les hommes derrière ça. Et donc, c'est quoi être concepteur automobile et comment est-ce qu'on crée une automobile? Absolument, absolument. C'est une bonne question et c'est un peu la question derrière le livre. Euh, Effectivement, cette question de d'où viennent les voitures. Euh, et moi, je côtoie, comme vous aussi, probablement dans ma vie personnelle, des passionnés de l'automobile de tout type, de tout sort, qui adorent la voiture, mais effectivement, je me suis rendu compte qu'ils savent pas vraiment d'où ça vient. Donc, est-ce qu'un Renault, ça vient simplement de concessionnaire Renault? Est-ce que ça sort de l'usine, tout fait? Et effectivement, quand on creuse cette question un petit peu même avec les passionnés, hein, ceux qui connaissent la voiture un petit peu, je dirais, ils se connaissent ou ils pensent connaître le métier de Jean-Louis ici. Ils connaissent le métier des designers, industrial designers, ceux qui tiennent le crayon, ceux qui font les formes, les beaux formes, qui développent la partie esthétique, pas que-esthétique, mais largement esthétique de la voiture. Donc ça, c'est un peu connu. On imagine un type qui fait des croquis, qui fait des sketchs, etc. Par contre, on imagine mal le travail des milliers des ingénieurs, des hommes et des femmes derrière ça. Et c'est mon métier, c'est ma passion, c'est tout ce que je connais, c'est ce travail un peu dans l'ombre, comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, personne n'a écrit un livre de point de vue de l'ingénieur inside the machine, au cœur de la machine en français, et raconter un petit peu comment c'est construit, le travail avec les designers, le travail avec les industriels. Et effectivement, c'est ce qu'on raconte dans ce livre. Donc, de donner une réponse courte, c'est difficile parce que ça m'a pris 300 pages dans le bouquin. Mais on va essayer Bien sûr. d'explorer ça un petit peu ensemble. Mais finalement, la question que tu as posée et à laquelle David a répondu, c'est où et comment naissent les choses. Et dans un pays qui n'a plus d'industrie, qui a oublié ce que c'était, c'est important d'en parler. D'autant plus que l'histoire de l'automobile massive, produite telle qu'on les connaît aujourd'hui, c'est une histoire qui est pas si vieille que ça. C'est après la Seconde Guerre mondiale, les années 50. C'est à peine 70 ans, c'est une vie d'homme. Mm. Avant la guerre, c'était un peu exceptionnel. Il y avait les débuts de l'industrialisation, mais la traction, les États-Unis, bien évidemment, Henry Ford. Mais en Europe, c'est vraiment cette démocratisation est arrivée après la Seconde Guerre mondiale et c'est une période très courte. Et ce qui est intéressant dans l'automobile, elle a eu longtemps ce statut privilégié d'être l'endroit où l'avant-garde produite était le plus acceptable. C'est-à-dire qu'au-delà d'une automobile, il n'y avait pas plus avant-garde en termes de technologie, de système de production, de design, de technologie embarquée. Bon, aujourd'hui, ça a peut-être été remplacé par l'informatique, les ordinateurs et la téléphonie, mais la maîtrise industrielle d'un Mm. fabricant d'automobile, c'est très compliqué. Elon Musk dit c'est plus facile de faire des fusées que de fabriquer des voitures. Ce qui montre un petit peu l'incroyable défi qui est tenu par les gens qui fabriquent les automobiles, qui sont des produits qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On pense qu'il y en a trop, mais ça reste Et c'est absolument juste pour rebondir sur ça, parce que une production humaine j'avais pas exceptionnelle. Il répondu faut du jamais tout à l'oublier. ta question, mais pour rebondir sur ce que Jean-Louis vient de nous dire, je pense que c'est important d'avoir une idée de l'échelle de cette industrie, la machine. Donc, on utilise le mot machine dans le titre du livre, mais c'est dans plusieurs sens. C'est la machine dans le sens de la voiture, mais pour moi, l'industrie aussi, c'est une machine. Et c'est énorme. Donc, c'est difficile à imaginer la taille de des équipes, le défi industriel. Donc, prenons une voiture tout à fait normale, une petite Renault Zoé. J'ai eu l'honneur d'être ingénieur en chef de cette voiture, donc une petite citadine électrique, modeste. Mais les équipes qui ont conçu cette voiture, c'est énorme. Donc, par exemple, dans l'équipe design, on va parler de plusieurs dizaines de designers. Et si on parle des ingés, c'est des centaines. Je pense au pic de ce projet-là, j'étais entouré par un projet de 550 ingénieurs produits. Hein. Là, je parle pas des milliers des gens dans l'usine. Je parle pas des dizaines de milliers de gens qui travaillent pour des fournisseurs. Mhm. Donc, c'est une énorme machine avec une Mhm. complexité incroyable et aussi avec une échelle de temps qui est assez longue. Concevoir une voiture de A à Z, ça prend 4 ou 5 ans.
Il y a ceux qui vont vous dire, bah non, avec les outils numériques, etc., on peut faire ça dans 24 mois. C'est pas vrai. Je vous dis, c'est pas vrai. C'est 4 ans, c'est déjà une bonne performance. Donc, c'est énorme, cette machine. Donc, la conception d'une voiture, Mm. c'est vraiment, c'est grimper, c'est pas grimper Mont Blanc, c'est grimper Everest. Et c'est une petite miracle. Chaque fois, on voit une voiture de voit qu'on réussit de faire ça. Ah oui. Et je vais rebondir sur ce que vient de dire David, parce qu'il vient de décrire exactement ce qui est très bien raconté dans le livre, comment on fait une voiture, cette complexité et ces normes et ces process qui sont lourds, mais qui sont importants. Bon. Et ce qui est génial dans le bouquin de David, c'est que 2 des autos qu'il a faites sont des autos qui sont presque hors process, parce que totalement nouvelles. La Zoé, c'est la première voiture endogène électrique. Bon, les précédentes étaient quand même des adaptations, la Fluence ou les Kangoo électrifiés ou les R5 Express électrifiés. Bon, c'était des petits essais dans un coin. La Zoé est la première. Donc, est-ce qu'on doit être dans les normes de l'entreprise, sachant qu'on résout des problèmes qui sont nouveaux, qui n'ont jamais été résolus à cette échelle-là? Et comment on innove en résistant contre l'entreprise? Et la deuxième, c'est l'Alpine, qui là est une échelle beaucoup plus petite, où on essaye d'imposer à la petite voiture qui est quelque part une école pour ingénieurs pour réapprendre à faire des objets et toucher la matière. Comment on résiste pour ne pas avoir la grosse entreprise qui vient expliquer des leçons et donner faut faire comme ci, faut faire comme ça, alors qu'on est dans autre chose. Et ça, c'est tout l'enjeu, à mon avis, de l'innovation dans l'industrie. Et dans le bouquin, c'est parfaitement raconté. Euh, alors, ça veut dire que David est très courageux, parce qu'on sent que ça n'a pas été simple, mais ça montre que c'est possible, et ça, c'est vraiment passionnant, parce qu'on est au cœur de l'innovation lourde, réelle, de process qui débouchent sur des produits nouveaux. Ça, c'est absolument génial, et c'est très bien raconté dans le bouquin. Et oui, David, effectivement, tu expliques que, parce que on imagine cette conception, on est à l'intérieur d'une énorme structure qui a déjà tous ses process, qui a déjà des machines qui coûtent des millions et des millions, des chaînes de fabrication qui coûtent des millions et des millions. Et si on fait quelque chose de très novateur, comme tu l'as fait avec la Zoé, et même comme tu l'as fait avec l'Alpine, c'est quelque part pas aller contre, mais comment peut-on être obligé de raisonner à la fois différemment en se disant je dois rester Mm. malgré tout dans le mode industriel classique de l'entreprise parce qu'elle va pas se transformer pour moi. Et donc, cette capacité de se dire, bah, la pression qu'il y a sur soi, déjà, tu te dis, si je foire, ma carrière peut s'arrêter. Mais surtout, comme tu le dis, de faire travailler des centaines de personnes, donc réussir à embarquer les gens dans un projet, tu le décris très très bien dans l'Alpine et pas pour l'Alpine et même pour la Zoé. C'est le fait d'avoir des gens, et même à l'époque de Nissan Qashqai, de réussir à embarquer des gens euh, sur un autre continent, de les faire venir, de leur dire vous allez travailler sur quelque chose qui peut parfois ne pas fonctionner, hein, comme tu l'expliques pour les premières versions qui ont été faites, en ayant en plus ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que tu es irlandais, c'est effectivement un pays qui n'a pas d'histoire automobile en tant que telle, hein, une histoire de consommateur mais pas de création, à une époque où en Angleterre il n'existait plus rien non plus de l'industrie automobile, elle était réduite à quasiment plus rien. Il y avait de la Formule 1, mais enfin sorti de ça, sur des voitures grand public, il n'y en avait pas. Donc, euh, comment finalement arriver à se dire, je veux créer des choses nouvelles, je vais aller dans des industries, je vais réussir à imposer ma vision Mm. en sachant que bah, l'entreprise peut peut-être considérer que c'est contraire à ses intérêts parfois. Et comment fonctionner comme ça? C'est vrai que c'est un peu cet imaginaire qu'on a, qui est arrivé avec le numérique, où on a des gars dans un garage, mais là c'est un garage dans lequel il n'y a plus de voitures, hein, où ils construisent, ils prennent des circuits imprimés, ils se disent je vais faire un ordinateur, je vais faire une nouveauté. Et donc comment un concepteur qui se dit, ou un jeune designer ou un jeune ingénieur se dit je vais intégrer une industrie où il y a justement des processus qui sont aussi lourds et qui C'est une bonne économiquement question, il faut sont le tellement reprendre. importants et Je mettent une reprends les pression deux tellement exemples. On va forte. parler un petit peu de la Qashqai aussi, parce que c'était aussi un projet intéressant. Mais prenons les deux exemples que Jean-Louis nous a donné tout à l'heure, le Renault Zoé et l'Alpine A110. Donc, deux challenges vraiment différents. Mais vous avez raison, de quelque sorte, les deux challenges, c'était presque contre le courant des entreprises, mais dans une façon très, très différente. Je vous explique. Donc, la Zoé, par exemple. Là, il y avait un engagement de l'entreprise absolument top-down. Mhm.
Voilà, Mmh. l'entreprise était fédérée autour de Ah, OK. l'électrique. On avait des ordres top-down du chef de l'époque, un certain Carlos Ghosn, bien connu, qui avait décidé, avec raison ou pas, que l'alliance Renault-Nissan doit aller à fond vers l'électrique. Donc là, c'était un cas dans lequel moi, en tant qu'ingénieur en chef, j'avais tous les ressources de la boutique, Nissan et Renault avec moi. Si moi j'avais besoin d'une cinquantaine des ingés, c'était clac, les doigts, ils sont là. Toutes les forces, toutes les ressources à notre disponibilité. Par contre, un challenge technique extrêmement difficile parce qu'en 2008, on parle de 2008 là déjà, le, le- c'est l'historique de le véhicule électrique là. On ne savait pas exactement si on va arriver, on ne connaissait pas les technologies, les fournisseurs, ils n'existaient pas ou ils n'avaient pas les technologies en stock, donc c'était extrêmement risqué. On ne savait pas si on arrivera ou pas. Donc là, la boutique nous a donné une chance, mais c'était risky. Donc il fallait des gens dans l'équipe qui acceptent de travailler avec le risque. Et c'était difficile, mais on avait l'entreprise avec nous. Prenons l'exemple de l'Alpine, c'est presque l'inverse. Donc l'Alpine, techniquement parlant, peut-être que je choquerai quelques-unes de nos auditeurs maintenant, mais je vous dirais, c'était techniquement moins difficile que le Renault Zoé. Parce que la technologie, quand même, c'est une voiture de sport, c'est une moteur explosion, la technologie est relativement simple, relativement classique. Mais là, c'est une voiture dans laquelle l'entreprise n'était pas du tout sûre si elle voudrait faire cette voiture ou pas. On n'avait pas l'hiérarchie de l'entreprise avec nous. Et des fois, on les a eu contre nous. Alors là, c'est notre challenge. Là, il faut savoir se faufiler entre les barrières, être très, très habile pour simplement rester en vie, simplement avoir la chance d'aller à la prochaine. Il faut presque passer inaperçu, il faut être presque un espion dans l'entreprise et savoir se faufiler entre les différents pièges. Et ça, c'était un challenge très, très difficile. Je pense que je ne serais pas capable de faire ça quand j'étais plus jeune, un peu moins habile intellectuellement et dans le sens organisationnel. Euh, mais effectivement, deux challenges très, très différents. Mais ça veut dire qu'un jeune ingénieur qui sort d'une école d'ingénieur, il n'y a rien qui le prépare à ça. Ah C'est-à-dire non. que finalement, cette capacité à comprendre la culture de l'entreprise et à dialoguer avec des gens qui ont peut-être 20 ans de plus et qui disent Coco, on a toujours fait comme ça, c'est pas aujourd'hui qu'on va changer les choses. Elle se rend compte des enjeux politiques, de ces pressions. Pour un jeune ingénieur qui n'est pas formé à ça. Certainement que les designers, eux, ont plus l'habitude du raisonnement projet, client, mais pour un ingénieur, cette notion simple de projet, comment elle s'acquiert. Oui, C'est vraiment une question de personnalité, une question d'individu, une question aussi de le fait que tu te sentes par nature le petit Irlandais qui finalement se retrouve en Angleterre, au Japon, puis après en France, et puis qui doit quelque part survivre, enfin en tout cas se débrouiller pour exercer sa passion. Effectivement, tu as raison. Moi, je ne connais pas une école d'ingénierie qui enseigne co- ces leçons-là de un peu la psychologie des industries et des organisations, et surtout les grandes organisations. Peut-être ça existe, mais je ne le connais pas. Euh, donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on apprend sur le tas. Mais pour essayer de- d'aller dans le sens de ta question, je pense que j'avais quand même, si je parle de mon cas, moi, j'avais un avantage que j'étais toujours un outsider. Et je pense que c'est un avantage. Et je suis irlandais. Je ne suis pas british, ni allemand, ni français, ni japonais. Et pour moi, c'était toujours un avantage. Donc, mon premier job, c'était chez Nissan, une entreprise profondément japonaise. Et un Irlandais, c'est un avantage. C'est comme être suisse. On est neutre, donc on n'a pas d'historique, on n'a pas de bagage. Donc pour moi, ça, c'était un avantage. C'était un avantage chez Nissan, c'était un avantage chez Renault et c'était un avantage chez Alpine parce que je ne venais pas avec une étiquette. Et effectivement, ça m'a aidé. Je pense que le deuxième, c'est pas un secret, mais peut-être le deuxième levier, c'est une curiosité intellectuelle et une curiosité technique. Parce que si on, si on est chez Nissan et les gens se comportent d'une façon très japonais ou dans un très, très stéréotype,
si on n'a pas la curiosité pour essayer de comprendre pourquoi il se comporte comme ça, si on est curieux et on essaie de comprendre, tout de suite, on peut peut-être identifier les unwritten rules. Parce que les règles qui sont écrites, c'est facile, hein? C'est ceux qui sont non dits, non écrits. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça vient avec la curiosité. Donc, pour moi, c'est une des marques des grands ingénieurs. Ce n'est pas mon cas, mais ce que j'avais côtoyé, c'est curiosité. Curiosité intellectuelle et curiosité technique. Et ça ouvre beaucoup des portes, je trouve. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a d'un côté le respect finalement de la culture et de l'histoire des structures dans lesquelles tu as travaillé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu t'es dit, si elle existe, il y a une culture, il y a une histoire, j'ai un certain respect par rapport à ça, Absolument. mais en même temps, une très forte curiosité qui justement t'obligeait à creuser. Donc ça rejoint beaucoup ce que dit Jean-Louis, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'histoire des choses, il faut connaître l'histoire des organisations, l'histoire des objets, l'histoire de ceux qui les fabriquent, et c'est que à partir de cette histoire qu'on est capable. Parce que dans le marketing, on va aujourd'hui retrouver l'ADN d'un produit, mais en l'adaptant à telle sauce, etc. Mais finalement, c'est à l'intérieur de l'entreprise, quiconque veut faire son chemin dans cette entreprise et créer des choses doit avant tout en comprendre l'histoire, la culture, les changements et avoir la curiosité de s'interroger, de se confronter. Mais en fait, c'est une bataille entre les vocations. Donc, je suis ingénieur par vocation. En France, la plupart des ingénieurs ne le sont pas par vocation. Ils le sont par un classement des écoles de prépa. Et ils voulaient faire des voitures et aller aux arts et métiers. Ils se retrouvent au pont et chaussées à faire des ponts. J'avais fait la leçon inaugurale de l'école des ponts et chaussées il y a quelques années. Je dis, qui veut dessiner des ponts devant moi? J'avais 200 élèves. Il n'y en avait aucun. Donc, c'est compliqué. À l'ENSI, on a récupéré des ingénieurs d'Airbus qui rêvaient de faire des avions et qui dessinaient des chiottes depuis 3 ans, des toilettes. Bon, donc, quand on rentre dans une entreprise de ses rêves pour faire de l'automobile, finalement, c'est le jeu entre soi, le talent, l'unicité, la singularité et les ressources humaines qui ne rêvent que d'une chose. C'est tout le monde pareil, interdépendant dans les process. Et toute l'innovation dans les entreprises, c'est les gens qui sortent de ce cadre-là. Alors, ça a été raconté dans un bouquin qui n'est pas chez Philips, je suis désolé, qui s'appelle L'épopée Logan de Christophe Midler. Hein. Comment il a dû partir de Renault, se mettre plus loin pour avoir la paix, pour pas qu'on l'embête en disant prends ça, prends mes poignets pour que je puisse amortir sur la Clio, blablabla. Pour avoir la paix, pour être en dehors des processus. L'histoire de la Twingo qui était en programme, qui était en plateau tous ensemble avec Dubreuil, Chénis, Le Quément et compagnie, toujours raconté par Christophe Midler. C'est un peu la même chose. C'est une histoire de résistance dans l'ordre établi. Alors c'est très compliqué parce que les entreprises sont des organismes vivants. Alors il y a ceux qui s'en sortent, qui arrivent à surnager, puis tu as ceux qui sont très contents d'être au service de la force. Mais chez Renault, j'ai rencontré des gens un peu comme David, enfin comme David d'ailleurs, pas un peu comme David. Je pense à Yves Dubreuil, on peut dire le père de la première Twingo, qui était un ingénieur reconnu avec ses bretelles, moi j'ai connu sur Velsatis, et qui pouvait dire à Louis Schweitzer, tu déconnes, tu te trompes, et qui lui parlait comme à un être humain normal. Donc, mais parce que c'était un pur talent, c'est quelqu'un qui savait faire des synthèses comme David, des synthèses complexes, des synthèses plus que techniques, mais du produit, hein, parce que le travail de David, c'est de faire des voitures qui roulent et que les gens aiment, c'est pas de faire des systèmes techniques qui fonctionnent. Ça, c'est le moyen, mais le résultat, c'est un objet de désir qui marche. Et ça, c'est très mystérieux parce que les entreprises veulent être organisées et ce qui les fait vivre, c'est le mouvement, la vie, donc c'est forcément les tensions. Et c'est tout le génie de certaines boîtes. Je pense que Renault était très là-dedans à l'époque de Schweitzer ou de Bernard Arnault avant, dans les époques ultra risquées, la R5 et tout ça. C'est pour ça que c'est une entreprise fascinante sociologiquement, je trouve. Ouais, et je voudrais juste rebondir, Phil, parce que ça fait tellement plaisir d'entendre le nom de Yves Dubreuil. Et Jean-Louis, figure-toi, c'était mon premier chef quand j'arrive chez Renault. C'était Jean-Yves Dubreuil. Et donc, j'ai appris au pied du maître exactement cette habilité, comment être un électron libre dans un système comme un. Je voudrais aussi, si vous me permettez, rebondir sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure, parce que je pense que c'est un mot très important, c'est le mot de respect.
Parce que moi, j'étais transféré de Nissan après 13 ans de la boutique ultra japonaise pour travailler chez Renault. Tu imagines si j'arrivais chez Renault, un Irlandais qui bossait au Japon, etc., en disant aux Renault Boys and Girls, voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire une bagnole. Hein. Moi, je connais tout, je viens du Japon, on a tout. Il suffit juste de m'écouter. Voilà, je vais vous montrer comment faire. Ça marcherait pas, hein, et j'oserais pas faire. Mais pourquoi? Par respect de la boîte. Je connaissais l'histoire de Renault. Ceux qui aiment la voiture, on connaît Louis Renault, on connaît l'histoire, on connaît les inventions, on connaît les voitures magnifiques du passé. Et si on n'a pas le respect pour ça, ben, ça ne marchera pas. Donc, il faut venir apporter, apporter son petit fraise à l'entreprise, des fois être un peu électron libre, un peu rebelle comme cet monsieur Yves Dubreuil, mais tout en respectant ce qui a été fait, ce qui existe, le passé, les hommes et les femmes. Si on n'a pas de respect, bon, on est jeté dehors tout de suite. Hein. Ouais, donc ça montre bien qu'on n'arrive pas quelque part sans essayer d'en comprendre et de s'approprier cette culture. Ouais, de- Et, et, Absolument. d'autant que et le ce qui est... respect, Phil, je te coupe, mais le respect, c'est les hommes, c'est les gens qui savent aujourd'hui, mais c'est aussi les spécificités uniques de chaque entreprise. Renault est connu Mhm. pour faire des petites voitures qui sont des compromis ultimes, des compromis quasi parfaits. La perfection n'existe pas, mais la Clio, c'est le plus grand confort avec la meilleure performance, le plus de sécurité, le design, peut-être pas le meilleur, mais pas mal, que tu puisses acheter sur le marché. Tu peux acheter une Peugeot, elle aura des meilleures tenues de route, mais elle est un peu moins confortable. Tu peux acheter une Polo, elle est fantastique, elle a un bon moteur, mais elle est moins confortable. Euh, Renault, c'est des compromis. C'est la spécialité de Renault, c'est du charme et des compromis. Bon, bah ça s'apprend. Il faut comprendre. On est Nissan, c'est des voitures indestructibles. Une Renault, ça peut être destructible. Mais chaque marque a son ADN Mhm. dans ce qu'elle sait faire. Et c'est aussi ça le respect. Parce que tu peux pas dire, on va faire une. D'ailleurs, chaque fois qu'on prend une voiture d'ailleurs et qu'on met un badge Renault dessus, ça marche pas. Ou qu'on Hum. prend une voiture américaine et qu'on dit c'est une Fiat, ça marche pas. Donc ça veut bien dire que ces productions humaines que sont les automobiles, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas dedans et qui sont très importantes. Ah oui, si tu peux juste décaler un tout petit peu ta caméra, Jean-Louis, parce qu'autrement on te voit. Voilà, comme ça c'est mieux, on voit le tel. Ah, pardon. Merci Jean-Louis. Mais alors ce qui est très intéressant aussi finalement dans ce que tu dis, et tu l'expliques très bien dans le livre, David, mais moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand tu es allé chez Nissan, d'abord donc l'usine Nissan en Angleterre, puis ensuite au Japon, ce qui représente un choc de culture et un choc de fonctionnement incroyable. Mais quand tu es venu chez Renault en France, au Technocentre, on a l'impression que c'était un choc presque aussi grand. Alors qu'on s'est dit qu'un Irlandais venir travailler en France, bah, ça doit pas être si compliqué. Mais ça montre bien que cette capacité d'adaptation à la culture, ce choc, finalement, j'ai eu l'impression, c'est très magnifiquement décrit, hein, mais que ce choc était pour toi aussi important, sans passer par l'étape de la langue, parce que dans beaucoup d'entreprises maintenant, on entend toutes les entreprises du CAC 40, même en France, les gens ils parlent en anglais, quoi. Dans les services, ils sont français, ils travaillent dans une entreprise française, mais ils parlent en anglais. Toi, t'es arrivé, il a fallu que tu parles français. Et effectivement, jusqu'au moment où ça se débloque, mais même dans les mœurs, dans les habitudes, dans les modes de fonctionnement de l'ingénierie, ça représentait une différence incroyable. C'était cette capacité d'adaptation incroyable qui m'a paru presque aussi forte que quand tu allais au Japon. Absolument, Phil, exactement. Et même le choc, je dirais le culture shock, plus grand qu'en allant au Japon, plus grand. Pas aussi grand, plus grand. Donc, pour essayer d'expliquer ça un petit peu aux auditeurs, euh, donc quand je suis allé au Japon, j'avais déjà travaillé pour Nissan, certes en Angleterre, mais toujours pour Nissan pour une dizaine d'années. Donc, je connaissais, et aussi, j'étais un peu page blanche, hein, j'ai passé de l'école d'ingénierie direct chez Nissan. Donc, pour moi, il y avait une seule culture automobile, culture de travail, c'était la culture Nissan. Et donc j'avais compris ça, je m'empreignais avec ça, effectivement. Donc, je connaissais Nissan.
Donc, aller de Nissan UK au Japon, c'était pas un si grand choc que ça. OK, le Japon, c'est quand même un pays magnifique dans lequel la langue est différente, la nourriture est différente, tout est différent, mais d'un point de vue de culture euh, professionnelle, culture d'automobile, j'étais chez moi au Japon. Donc, et effectivement, quand on m'a proposé de passer de l'autre côté de l'alliance, de passer de chez Nissan au Japon à Renault en France, comme un idiot, je me suis dit, tiens, ça serait simple, hein, je suis quand même européen, la France, c'est pas loin. Bon, allez, on y va. J'avais passé tous mes vacances en France, voilà, je connaissais la France. Je me suis dit, fingers in the nose, hein, ça serait pas un grand problème. Quelle erreur, hein, quelle erreur, parce que j'arrive chez Renault, et j'étais déjà directeur de chez Nissan, j'étais pas un petit débutant. J'arrive dans le service de Yves Dubré, Jean-Louis, j'avais la chance, et là, je me trouve totalement dépaysé, hein. Donc là, trois choses changeaient immédiatement pour moi. Le pays, ok, j'étais en France, je parlais pas français, grand problème quand même. Euh, mais là aussi, la façon de travailler était profondément différente. Le seul truc qui était pareil, c'est on sortait des voitures. À la fin, on sortait des bagnoles, des usines avec des roues, avec des moteurs. Mais la façon d'y arriver était vraiment profondément différente. Et ça m'a pris au minimum un an, hein. Pour 6 mois, je comprenais rien de tout. J'étais paumé. Au bout de 6 mois, j'ai commencé de comprendre deux, trois choses, mais ça m'a pris vraiment un an pour commencer de comprendre et être utile, effectivement. Mais vraiment un vrai choc. Et c'était très, très difficile, le moment le plus difficile de ma carrière, je crois. Cette première année chez Renault. Et, et quelles sont, en deux, trois phrases comme ça, quelles sont vraiment les grosses différences, c'est-à-dire les choses qui t'ont le plus marqué, hein, entre les modes de fonctionnement. Puis il faut aussi préciser, et c'est très drôle quand tu le décris dans le livre, mais que les ingénieurs, les designers sont aussi des hommes et qui ont leur vie d'hommes. Et effectivement, on découvre ces. En plus, tu as connu l'époque de Nissan où ils se sont retrouvés au bord de la faillite et tu expliques très bien pourquoi, les mécanismes économiques. C'est aussi pour ça que c'est formidable. On comprend aussi toute l'histoire de l'alliance Renault-Nissan, comment c'est arrivé, pourquoi, quels étaient les problèmes financiers rencontrés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand par exemple tu te retrouves en France pour Nissan, pour aller voir un fournisseur et qu'effectivement on te demande de répondre en 30 minutes si tu veux partir au Japon et y partir pour au moins un an, et que toi tu dis mais il faut que j'en parle à ma femme, et que on te dit non, t'as pas le temps mon petit bonhomme, tu dois répondre là, je te rappelle dans 30 minutes et tu dois me donner ta réponse, et que et ça c'est extraordinaire, et de même au Japon, euh, de savoir qu'effectivement tu avais une carrière toute tracée, que tu étais déjà directeur, le plus jeune directeur de Nissan, et qui en plus n'était pas japonais, et qu'en fait c'est pour l'amour que tu es revenu en France. C'est tout simplement pour le fait de dire mais ma femme ne pourra pas faire sa propre carrière au Japon, et je ne peux pas être juste le type qui s'épanouit, qui s'éclate dans son métier, et que ma femme, elle, finalement, elle est obligée de faire une croix sur sa carrière professionnelle, et que c'est aussi ce qui t'a décidé à revenir en Europe. C'est aussi pour dire que ces choix, finalement, c'était pas juste des choix techniques. Tout créatif, tout ingénieur, toute personne qui travaille comme ça des organisations, ben, ce sont aussi les choses de la vie qui l'amènent à prendre des décisions. Et ce qui est très intéressant, c'est cet amour que tu as de la voiture et cette passion qui fait qu'à la fois ta carrière qui se retrouve toute tracée, il est directeur, un jour il sera PDG de Nissan, et qui dit bah oui, non, j'adore les voitures, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ma femme, et je veux continuer, je veux repartir à zéro, parce que tu es quasiment reparti à zéro quand tu es arrivé chez Renault. C'est quand même une très belle histoire, et je trouve que euh, on a l'impression que les concepteurs, des fois les ingénieurs sont des geeks, hein, qui sont vraiment guidés par juste la bourre de la technique. Ben non, il y a effectivement cette passion, et cette passion c'est une passion amoureuse à la fois personnelle et à la fois pour leur métier. Et Jean-Louis, par rapport à ça, et notamment sur le design, ce sont des choses qui interviennent beaucoup, ce phénomène de pas juste avoir des solutions, pas juste proposer une design, mais que ça soit porté par autre chose. Moi, je vais te faire un aveu, hein. Mes héros, c'est pas des designers, parce que c'est des ingénieurs. Bon, parce que
C'est voilà, de la Renaissance, Brunelleschi, Léonard de Vinci, à Gabriel Voisin, bon, qui a fait les lui, c'est pas pareil. Il a fait les beaux-arts et après il a fait des voitures, il a fait des avions et après des voitures, mais il est plutôt architecte. Mais la gestion de la complexité du monde et la gestion de production humaine pour le meilleur, souvent, alors quand il y a des abus, pour le pire, mais je suis plutôt quelqu'un de positif, donc permettre à des populations de rouler, de partir en vacances, à des familles de goûter à la mobilité, comme Renault a été le porteur de ça avec la 4 chevaux après la guerre, ou la 4L, c'est fantastique. Et le design, la forme, elle est la conséquence de ce que la technologie permet. Dans le monde du design, on n'aime pas dire ça, mais la technologie est toujours le préalable aux nouvelles formes, aux nouveaux usages. Donc c'est bien la question de l'ingénierie au départ, qui est là pour domestiquer la science, pour en faire des choses utiles pour les gens. Et c'est pour ça que je suis plus intéressé par les ingénieurs et que Yves Dubreuil ou David sont peut-être plus intéressants pour moi que la plupart des designers, parce que les questions sont beaucoup plus complexes et les clés du monde sont dans la complexité. Les productions humaines, c'est la gestion de la complexité. Et c'est ça qui est intéressant dans ce bouquin. Finalement, j'aime pas les voitures, j'aime l'endroit où on fabrique les voitures. J'ai fait un truc sur les avions. J'aime pas les avions, je ne pilote pas. C'est l'endroit où on fabrique les avions qui m'intéresse. C'est pour ça que Gabriel Voisin est intéressant. Parce que voilà, chacun ses fantasmes, mais l'endroit où on fabrique les choses, c'est l'endroit finalement où on prouve qu'on est des hommes. Et les ingénieurs sont des artistes comme les autres. Donc quelqu'un qui dit j'arrête parce que ma femme va pas être heureuse, je trouve que c'est normal. C'est parce que c'est quelque part aussi l'ingénierie, c'est aussi une forme de poésie et que l'amour c'est pour tous les hommes. Et c'est normal et c'est fantastique. Et tous les gens exceptionnels chez Renault ou chez Peugeot, mais je connais que ceux de chez Renault, sont des gens qui auraient pu faire n'importe quoi. Bon, ils font des voitures, mais ils auraient touché à autre chose. Le Quément faisait des voitures, il fait des bateaux aujourd'hui. Et il fait des bateaux qui sont reconnus avec des qualités. Ça veut dire que quelque part, c'est ce que deviennent les individus qui est important. Et quand ils rendent le monde plus sympathique. Voilà, ça c'est important. Mais le design n'est qu'un sous-produit de l'ingénierie finalement. Parce qu'au départ, les artistes et les ingénieurs, c'était la même chose. Hein. Léonard de Vinci ou Brunelleschi, c'était la même chose. Alors, les amis, il faut absolument que excuse-moi, Phil, j'ai te coupé, mais j'étais en train de dire, il faut absolument que je vais faire écouter ce podcast à ma femme pour qu'elle peut vous écouter, expliquer comme j'ai quitté la boutique pour elle, quoi. Elle va adorer ça. Donc, merci Et c'est beaucoup. vrai que mais Non, mais et c'était un peu pareil chez Renault, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'à chaque fois, quand tu as eu, euh, quand tu as pu toucher, atteindre le soleil, à chaque fois, on a vu que ta lumière venait un peu enfin, de ta femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as mis dans la balance cet équilibre qu'il a été très important. Mais c'est vrai qu'aussi, moi, ce qui m'a touché dans ton livre, c'est cette volonté permanente de travailler pour, comme le disait Jean-Louis, pour une voiture qui soit accessible, pour une voiture qui soit utilisable, pour quelque chose que le public puisse s'approprier. Et quand tu dis, quand je suis dans la rue, quand je vois une voiture, quand je vois quelqu'un au volant d'une des voitures que j'ai conçues, bah, tu reçois bien sûr une forme de fierté, mais de contentement aussi. Tu te dis, ah bah tiens, ce que j'ai fait, ça fonctionne, ça tient la route. Les gens, et parce que c'est un achat quand même, c'est une démarche. C'est-à-dire que finalement, quand tu produis quelque chose, il faut que les gens l'achètent. C'est-à-dire que c'est pas un service qui est comme ça incontournable. Les gens doivent choisir le produit que toi tu as fait. Et c'est pour ça, toi, quand tu choisis une voiture, pour toi personnellement, David, qu'est-ce qui t'attire chez la voiture? Tu la prends parce que tu te dis techniquement c'est un outil parfait? Tu la prends parce que tu te dis il y a un designer génial qui a travaillé dessus? Tu la prends parce que tu te dis ah bah celle-ci finalement elle est d'une couleur qui me plaît? C'est quoi qui te plaît chez une voiture? Dans une voiture? ah, ça c'est difficile. Bon, il y a, il y a plein de choses, mais si je vous raconte déjà les trois voitures qui sont dans mon garage actuellement, bah, il y en a quatre, mais j'en ai acheté trois. Euh, donc, il y a une Porsche 911, une ancienne de 1980. Il y a une petite Renault Zoé, voilà. Et il y a un Peugeot 106 Rallye des années 90.
Donc, on pense, voilà, à part le petit Renault Zoé, qui est vraiment un achat parce que c'est une voiture très pratique juste pour, voilà, pour se balader sans trop polluer. Les autres deux voitures, quand même, c'est des achats de passion. C'est des voitures lightweight, simples, avec une histoire que j'adore parce que je suis un passionné de l'histoire de l'automobile. Donc, toutes ces choses-là euh, ensemble. Mais je voudrais rebondir aussi sur le même sujet, on parle de l'amour, etc. Mais pour moi, il y a un mot très important qui est la passion. Donc, les ingés, comme vous avez dit, et Jean-Louis, il a dit avec beaucoup d'éloquence, c'est pas que des geeks. Oui, on est des geeks aussi, on adore ça, mais la passion des ingés quand ils parlent de leur métier, c'est ça qui est incroyable. Moi, j'ai vu des types parler pas de liaison au sol ou des moteurs ou de performance ou tout ça. Non, 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 parler d'un petit bout de plastoc, un petit composant que personne va voir et parler avec son métier, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a choisi cette matière, le type de moule, les calculs qu'il a fait avec les yeux qui brillent avec sa passion. Et ça, pour moi, il n'y a pas un autre métier comme ça. Et donc, j'adore un ingé sans passion, c'est pas un ingé. Donc, et cette mot-là, pour moi, c'est un mot clé dans l'industrie. Oui, Et je suis, enfin, moi, c'est très important ce qui est dit pour les jeunes dans les écoles, pour ingénieurs ou designers, hein. La passion, l'envie, la curiosité, c'est le moteur de tout. On n'apprend pas un savoir et on l'applique. Ouais. On crée son savoir. Quand David était à l'école, il n'y a pas de voiture électrique. Il a appris à faire les voitures électriques. Il n'y avait pas de manuel. Moi, je m'occupe du numérique. Quand j'étais à l'école, on avait des ordinateurs, mais il n'y avait pas de logiciel. Il fallait les programmer. Bon, donc on a inventé des métiers. Donc ça, c'est la passion qui permet d'adresser l'inconnu, c'est-à-dire de labourer les choses nouvelles. D'ailleurs, j'ai une question à ce propos à poser à David. Euh, Compliquée, je vais essayer de la poser simplement. Il y a les voitures à moteur atmosphérique. Ensuite, il y a des moteurs qui ont intégré beaucoup d'électronique. Et maintenant, il y a des Mm. voitures qui ont beaucoup d'électronique, qui n'ont plus de moteur atmosphérique et qui ont de l'électrique. Comment ça a en profondeur changé l'industrie et comment, toi, tu es une des personnes qui a accompagné ces mouvements-là, donc Atmo, électronique, et puis électrique, et puis fin de l'Atmo. Comment on change les cultures des ingénieurs plus âgés à qui on travaille? C'est des vrais changements de culture pour les boîtes et ça doit être quand même très d'une complexité sans nom. Il faut faire un objet, mais en plus, ce qu'on met dedans change. Et en 30 ans, les débuts du Mm. multiplexage et puis les voitures complètement électriques, bah, quasiment tout a changé. Oui, et c'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut apparaître comme un changement radical de passer de moteur atmosphérique, d'explosion qu'on adore jusqu'au électrique. Et la première réaction des ingénieurs, comme tout le monde, des fois, ça peut être une réaction un peu cynique, hein, de dire, ah là, on passe aux 16 chevaux, là, le véhicule électrique, c'est sans entrée, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de boîte, allez, le métier, c'est fini, bon, je change de métier. Donc, la première réaction, souvent, ça peut être une réaction assez cynique. Et de dire, voilà, c'est fini les voitures de passion, etc., avec ces trucs électriques lourds, blablabla. Bla, bla, bla. Mais une fois cette réaction est passée, la technologie reste la même, hein. Si c'est électrique, électronique, hydrogène demain, pile à combustible, si c'est une voiture. La passion pour cette création, pour la mobilité, pour faire déplacer les gens, ça reste la même. Et je vous raconte une petite histoire pour illustrer ça. C'était l'époque où j'ai travaillé sur la Zoé et on était en train de la sortir. Elle était quand même pas tout à fait finie, mais on était en train de faire rouler les premiers protos. Et moi, je me déplaçais dans la technocentre de Renault. Et il y avait deux des gars, des motoristes, ex-motoristes, je dois dire, qui travaillaient à cette époque sur le moteur électrique de la Zoé. Donc, c'était des techniciens, des spécialistes dans le bobinage du moteur, etc. Et les deux gars, ils faisaient une petite pause café. Et moi, je suis passé juste derrière eux. Donc, j'ai entendu leur conversation comme ça, en cache-cache un petit peu. Ils se discutaient entre eux. La conversation, c'était comment tuner le moteur. Donc, un des gars, ils avaient l'idée de travailler un petit peu sur l'équilibre du roteur, histoire de le laisser tourner un peu plus vite, donc de passer de 14 000 tours à 16 000 tours. Donc, le gars, il avait quelques astuces qu'il avait en tête et il proposait à son copain d'essayer ça sur un prototype, voilà, un jour juste pour voir ce que ça donnait. Donc, ça veut dire les deux gars, ils étaient en train de faire ce que les ingénieurs, ils ont fait depuis 1887. Hein. Je suis sûr que le jour que Carl Benz il a sorti la première voiture, le lendemain, il pensait
sortir quelques chevaux de plus. Et alors là, mes deux gars, ils étaient en train de faire exactement la même chose. Aller chercher du perf, tuner un petit peu, faire un petit truc, petit bricole. Donc, c'est la même. Et c'est le même esprit, c'est la même pensée. Si c'est électrique, avec beaucoup d'électronique ou pas, si des carbus ou électriques ou électroniques, ou demain, c'est une pile à combustible, cet esprit des ingés, ça restera. Donc, moi, je suis un optimiste. Je pense que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, c'est inné dans les esprits des ingés. Donc, on aura des véhicules électriques, on aura des véhicules électriques lightweight, fun, avec la passion aussi. Donc, voilà, cette volonté d'aller vers l'avant, c'est aussi, je pense, programmé dans les ingés. Mais j'ai adoré cette petite conversation que j'ai entendue entre les deux gars. Mais Et, c'est vrai Bien que fait d'ailleurs. je vais continuer les questions, Phil. J'en ai une autre qui me brûle les lèvres. Comment est dans un grand projet comme Zoé ou Alpine ou Qashqai, tu en parles dans le bouquin, mais pour les gens qui s'intéressent au design industriel ou au style automobile, c'est important. Comment sont les relations dans un gros projet complexe comme ça avec le design? Est-ce que Ah, ils sont embêtants, ils sont coopératifs, ils donc, sont... oui, la réponse est oui et oui. Non, mais c'est un sujet passionnant. C'est un sujet sur lequel tu dois écrire un bouquin toi-même, Jean-Louis. Mais je pense cette relation entre les ingés et les designers, des fois on dit styliste, même c'est plutôt designer aujourd'hui. euh, c'est assez facile de tomber dans les stéréotypes. Et des fois, les journalistes ou autres me demandent, ah oui, David, raconte-nous un petit peu les clashs avec les designers, comment ils t'embêtaient, tu pouvais pas faire le truc parce que les designers t'empêchaient. Et moi, je dis, ben, écoute, je veux bien raconter des histoires comme ça, mais c'est juste pas vrai. Donc, c'est pas un clash, c'est pas une bataille entre les geeks et les artistes. Ça, c'est une sursimplification. C'est une collaboration très étroite parce que ce qu'il faut comprendre, c'est les, on démarre ensemble. C'est pas que le designer fait un croquis et après les ingés, ils essaient de mettre le moteur dedans. Ou à l'inverse, les ingés, ils font une espèce de squelette et le designer, il essaie de faire un pot sur ça. C'est pas ça du tout. On travaille en parallèle. Donc, c'est une collaboration très étroite, très intime, mais des fois très, très difficile. Hein. Donc, moi, j'ai raconté 3 projets que je connaissais par cœur, le Qashqai, le Zoé, l'Alpine A110 et les 3 designers en chef qui étaient Stefan Schwartz, Jeff Gardner et Anthony Villain, je peux dire, je pense que les 3 gars, ils m'en voulaient pas si j'ai dit, j'ai eu des clashs violents avec les 3, hein, avec, avec les doigts comme ça et les tones qui bien haussés, on s'engueulait hein, entre nous de temps en temps. Mais c'était toujours avec le même objectif et toujours bien intentionné. Notre pensée, c'était le client. Il fait la meilleure voiture qu'on peut. Et moi, je reste ami avec les trois. Et le jour où la voiture sortait, ça sentait vraiment une création ensemble, comme, pas pour tomber dans les autres stéréotypes, mais comme un maman et un papa, hein, il y en a deux. Et une voiture, c'est comme ça. Et j'étais très touché quand j'ai commencé à travailler sur le livre au cœur de la machine parce que j'avais contacté les 3 gars pour les demander est-ce que vous pouvez faire un croquis, un sketch dédié, spécifique pour le livre. Et tous les 3 accepté avec plaisir. Et après 20 ans quand même dans le cas de la Qashqai. Donc le fait que je reste en contact et je suis ami avec les 3 toujours, même 20 ans après, je pense que ça illustre que c'est pas un clash, c'est une collaboration compliquée, intime, difficile des fois, mais Mmh, tellement riche. mmh, mmh. Mais l'ouverture d'esprit, enfin, il y a une conquête côté design, mais l'ouverture d'esprit vient des ingénieurs. Dans les années 60, chez Renault, les femmes s'occupaient de la couleur et qui était du sable parce que c'était les peintures de l'Africa Corps en stock hein, pour les premières 4 chevaux. C'est vrai. ah oui, ah Et il n'y bon, avait pas de designer. Il n'y avait pas de designer. Il y avait un vague modeler. Les progrès ont été incroyables. Ça a été longtemps reproché à Renault, justement à l'époque de la R6. Ils ont embauché Gaston Juchet après, mais c'est les ingénieurs qui ont fait une place aux designers en fait. Par compréhension, puisque Renault était une boîte d'ingénieurs et par compréhension du marché. Renault est une des premières boîtes qui a fait de la sociologie. Quand ils ont sorti la R5, c'est parce qu'ils avaient compris que les femmes allaient conduire des voitures neuves et pas la voiture ancienne
parce que monsieur achetait une voiture nouvelle pour la famille, des couleurs complètement nouvelles. Et donc, avec cette entrée de la sociologie, le design est entré en force chez Renault à l'époque de la première R5, qui est vraiment une voiture révolutionnaire, une voiture qui a marqué la rupture et la création d'un segment. Là, c'est vraiment. Là, c'est Mais très après, intéressant ta réponse. Et pour ceux que ça intéresse, le bouquin sur l'histoire de la Twingo, qui est un accident dans l'histoire de Renault, parce qu'après les programmes ont tout changé, Tavares, tu en parles dans le livre, très bien. La Twingo a vraiment créé des façons de se comprendre, qui a vraiment changé l'entreprise, même si ce mode de conception n'a pas perduré. Il y a eu vraiment des apprentissages nouveaux. Puis une génération de designers qu'on retrouve partout aujourd'hui. Hein. Plouet, Métrose, le Sharpie, etc., etc. mais Et Phil, parce que ça, c'est un tout ça sur un sujet sur lequel on peut faire, je pense, tout le monde peut faire un podcast dédié à ça, mais juste pour rebondir encore sur cette relation designer-ingé, on retrouve ce mot respect. Pour moi, c'est absolument clé. Par exemple, quand Anthony Villain, le designer de la 110, s'il me demandait, David, tu sais, est-ce qu'on peut faire encore 2 mm sur cette calbe-là, sur l'aile arrière? Si moi je répondais, Anthony, non, là on est aux limites, il savait que c'était vrai techniquement, que si c'était possible, si on pouvait gratter encore 0,2 mm, on le fera. Donc, et Anthony avait le respect pour moi, c'est-à-dire que si je disais non, c'était vraiment non, parce pas parce que je voudrais pas ou on voudrait pas faire l'effort, mais parce que c'était techniquement pas possible. Et à l'inverse, moi, j'oserais jamais, jamais, jamais imposer mes idées esthétiques, mon goût de l'automobile perso sur quelque chose qu'Anthony a fait parce que simplement je le respecte trop. Donc, cet respect mutuel est très, très important. Et il y a des cas, il y a des projets automobiles que je connais, hein, sur lesquels ce respect n'existait pas. Donc, les ingénieurs et les designers ne se respectaient pas entre eux et ça finit mal. Et je peux citer des projets sur lesquels ça finissait très, très mal. Donc, c'est pas toujours une relation très facile, mais quand ça marche, c'est magique. Et moi, j'ai eu de la chance sur 3 projets, bah ça oui. marche. Mais après Jean-Louis, malheureusement, après la R5 et tout, il y a eu la poire. Ouais, et là, ils ont peut-être poussé, ils sont peut-être trempés entre marketing et sociologie. Je sais pas si David t'a connu, je sais plus comment elle s'appelait, Renault 14. c'est la Renault 14, qui avait une forme de poire, qui était une voiture très intéressante, mais on ne sait pas pourquoi. Les gens du marketing ont voulu faire de la communication sur la poire. Et je ne sais pas si tu connais l'expression française qui dit être une bonne poire, ça signifie être un couillon. Tu vois, se faire prendre pour une poire, ça signifie être un couillon. Et donc vendre une voiture qui a comme surnom la poire, c'était un petit peu un peu Alors, compliqué. Alors que semble-t-il, c'était une très bonne voiture. alors oui, moi je vais un peu, parce que je lis des bouquins très sérieux, enfin je l'ai lu il y a 20 ans, mais cette voiture a eu un peu de malchance. Bon, ses aciers n'étaient pas extraordinaires, elle rouillait beaucoup. La campagne de publicité l'a complètement effondrée, mais elle avait surtout deux caractéristiques majeures. La première, c'est qu'elle avait un moteur Peugeot. Et donc, les habitués de Renault, c'était un moteur transversal, et chez Renault, bon, c'était pas habituel. Donc, ça a un peu perturbé les gens. Par contre, son design a vraiment été en avance sur l'époque. Et quand on regarde bien la Renault 14 et qu'on regarde la 205, on voit Oui, vraiment qu'il y en a une qui d'origine, bien ouvre sûr, une réponse stylistique qui a perduré dans les années 80. Donc, bien sûr. euh, C'est vrai que 20, les 20 ans échecs, après, sont toujours plus, enrichissants et plus créateurs de connaissances que les succès, je trouve. ben, bien Donc sûr. j'ai tendresse pour les échecs, moi. Mais sur cette relation ingénieur et design, en fait, c'est tous les deux qu'il faut que vous fassiez un livre ensemble sur, sur cette question. Et donc, euh, moi, j'ai un lot de 3 petites questions. Enfin, plusieurs petites questions. Tu parlais, quand on parlait de la voiture électrique, moi, ce que tu m'as fait comprendre, David, aussi, c'est que c'est un écosystème. C'est-à-dire quand tu parles du développement de la Zoé, le fait des premières bornes de recharge électrique avec le projet qui était à l'époque soutenu par Bolloré, je crois, de mettre des bornes dans Paris pour des voitures en libre service, qu'il a fallu les tester une par une,
que tu montrais que le signal n'était pas propre, que c'était compliqué. Et c'est là où tu appréciais les terrasses des cafés parisiens, parce qu'en attendant la recharge, tu pouvais prendre un café. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un écosystème. Concevoir une voiture, c'est-à-dire qu'un ingénieur doit vraiment s'inscrire dans un écosystème. Et ce que je trouve incroyable, c'est que tu expliques bien aussi, c'est-à-dire qu'en tant que chef ingénieur, finalement, tu as la responsabilité technique, la responsabilité humaine, des équipes, etc. Mais tu dois aussi aller vendre ton projet auprès du PDG. Tu parles de Pelata, de Tavares, donc c'est fabuleux aussi parce qu'on découvre qui sont ces gens-là finalement, de Carlos Ghosn et tout. Tu dois aller vendre la voiture en amont, c'est-à-dire aller vendre le projet finalement au PDG. Tu dois réussir à mobiliser des ingénieurs qui mettent leur passion dans ce projet. Puis à la fin, tu es confronté aux journalistes parce que qui viennent finalement demander à l'ingénieur finalement c'est quoi réellement cette voiture au moment de sa sortie. Et donc ce spectre incroyable que tu as, c'est-à-dire qu'en fait tu as le rôle quasiment du PDG d'une PME à l'intérieur même. Tu dois chercher la performance économique, tu dois vendre le projet en amont, et puis en aval, tu dois réussir à effectivement tenir le bon discours aux journalistes. Donc c'est tout ça, je voudrais que tu nous décrives un petit peu ça. Et puis aussi, quand on parle de cette relation ingénieur-designer, qui choisit qui? Est-ce que c'est l'ingénieur qui choisit ses designers? Est-ce qu'il dit moi je veux travailler avec ce gars-là? Est-ce que généralement il lui est imposé? On dit pour tel projet c'est une direction générale qui dit on va mettre tel ingénieur, on va mettre tel truc, ou est-ce que c'est un designer qui a une idée, on lui dit on va te mettre un ingénieur avec toi et vous allez essayer de fonctionner ensemble? Ah, cette dernière question, c'est probablement le plus facile. Effectivement, ni l'un ni l'autre. Donc, les ingés ou les designers, ils sont choisis par leur fonction propre. Donc, il faut imaginer quand même des entreprises comme Nissan, Renault, Ford, Toyota, c'est pareil, hein, c'est des forteresses des métiers. Donc, on a une forteresse qui est le métier du design, on a une forteresse qui est le métier de l'ingénierie, et dans ça, il y a des petites forteresses qui sont les motoristes, les châssis, etc. Donc, c'est des forteresses verticaux, on peut imaginer, verticales. Et après, le projet, Zoé, il y en a 110, une Toyota Corolla, c'est des strates transversales comme ça. Donc, les leaders, ils sont choisis par le chef de design. Par exemple, le chef de design chez Nissan à l'époque, excuse-moi, de Renault à l'époque de l'Alpine A110, c'est Lawrence van den Acker qui a remplacé Patrick Lequémont, Jean-Louis. Donc, c'est lui qui a nommé Anthony Villain, de dire Anthony, tu as l'honneur d'être le designer en chef de l'Alpine A110. Sacré honneur, vous pouvez imaginer. Et moi, j'étais nommé par le chef de l'ingénierie chez Renault, qui s'appelait Gaspard à l'époque. Donc, Anthony, il n'avait pas voix pour dire oui, je veux bosser avec David, et moi, je n'avais pas un choix non plus de bosser avec Anthony, même si le jour que j'ai appris que c'était Anthony, j'étais absolument ravi. Je ne sais pas si c'est mutuel, mais c'était mon cas. Mais Mais c'est ce qu'on appelle un mariage arrangé. C'est-à-dire qu'on dit finalement, toi, tu vas aller avec lui. Et c'est un projet finalement ne peut ne pas fonctionner simplement parce que l'alchimie ne se crée pas Absolument. Et entre les c'est deux. hasard total. Hein. On ne se connaissait pas avant ce projet. On se connaissait pour se croiser dans le couloir, dire bonjour, mais on n'avait jamais bossé ensemble. Donc, on n'était pas choisis parce que la boîte pensait il y aura une bonne chemistry entre David et Anthony. Pas du tout. Ça, c'est totalement par hasard. C'est créé sur le tas. Et sur la question de finalement de ce rôle de l'ingénieur en chef dans l'industrie automobile qui doit aussi bien avoir la supervision économique du projet, la supervision technique, mais qui doit aussi savoir convaincre sa direction générale, et puis qui, au moment du lancement, enfin de la présentation de la voiture, se retrouve à devoir expliquer à des journalistes, c'est-à-dire un monde encore différent qu'il ne comprend pas et qui souvent sont un peu des vieux briscards qui cherchent un petit peu à soutirer des infos sur lesquels il pourrait faire le meilleur article, quoi. Et donc cette capacité, ce spectre-là, c'est pas évident. Nous, c'est pas évident. Et tu as raison. C'est nécessaire. C'est nécessaire, mais pas suffisant d'être un bon ingé. Ça, c'est les bases. Il faut être techniquement bon. Sinon, ça marche pas tout de suite et c'est assez transparent aux équipes tout de suite. Donc ça, c'est nécessaire. Mais il faut aussi être un bon communicateur. Et j'oserais même dire, aller jusqu'au dire, il faut avoir un petit touche, le showman, de temps en temps. Donc, une présentation au PDG ou dans un board, bien sûr, c'est des chiffres, c'est des facts, c'est des hard
Voilà, on parle des chiffres, on parle de l'ingénierie, on parle de l'économique et tout ça. Mais il y a une partie psychologique aussi, hein, c'est des êtres humains. Donc, il faut raconter une histoire. Il faut raconter une histoire convaincante, avec passion, etc. Donc, il faut être un tout petit peu showman. Donc, je pense, c'est vrai qu'il faut être assez polyvalent dans cette poste type ingénieur en chef. Il y a peut-être un truc sur lequel on est un petit peu protégé. Donc, comme tu dis, là, Phil, il faut être ingé, showman, etc. Donc, il faut être beaucoup de choses, mais il y a peut-être une chose sur laquelle on est un peu protégé par la boîte, c'est la partie gestion des équipes humaines, les hommes et les femmes. Parce que quand même, comment expliquer ça? Gérer ou diriger un projet, c'est extrêmement dur. On a des délais, on a des budgets, et des fois, il faut être très, très dur. Donc, il faut être dur avec les équipes. Et de temps en temps, c'est difficile, hein. Ça peut être assez exigeant, ça peut être des moments de stress. Et on n'est pas toute seule pour gérer ces équipes-là, parce qu'il y a toute l'ingénierie derrière qui va aussi prendre soin des hommes et des femmes, pour être sûr que le stress du projet ne devient pas trop important. Et en tant que chef d'ingénierie, on est presque permis d'être dur avec les équipes. C'est compris, c'est de quelque sorte pardonner. Parce que notre job, c'est sortir la voiture. Si des fois, il faut être un peu court, un peu cassant avec les gens, c'est compris et c'est souvent pardonné. Même si des fois, j'étais trop cassant et le lendemain, j'étais obligé d'aller voir les gens pour dire, je suis vraiment désolé. Hier, j'étais quand même je suis allé un peu trop fort, les gars, vous allez me pardonner. Donc, quand même, on a une certaine liberté, on va dire, pour être dur, être exigeant avec soi-même et être exigeant Voilà. avec les équipes. Et puis surtout quand tu leur demandes que pendant les 3 prochains mois, ils vont aussi travailler tous les week-ends, quoi. De temps en temps. Donc ça, c'est compliqué. Mais en ça, je trouve que Jean-Louis, ça rejoint beaucoup finalement là, quelqu'un qui a un cabinet qui a un studio de design et qui a aussi à la fois ce management, ce besoin de convaincre des directions, ce besoin de vendre le produit, de lui faire raconter une histoire. Oui, sûrement un petit peu, mais je vais être modeste. J'adore mon métier. On a fait des choses très compliquées. On a passé des nuits blanches, mais ce que je perçois dans le bouquin de la difficulté de sortir une voiture, et ce que j'ai vu dans un film que tu connais peut-être, David, qui s'appelle A Faster Horse, Mm. qui est l'histoire d'un chef comme toi, d'un ingénieur en chef qui doit sortir une Ford, une Mustang, qui raconte entre l'histoire de la Mustang et la nouvelle Mustang toute la difficulté et la fatigue du gars. Donc c'est encore plus puissant dans ton bouquin que dans le film, mais pour ceux que ça intéresse, regardez le film également. Ce qu'on fait nous, c'est de la rigolade à côté. C'est Oh, de la rigolade. oh, t'es modeste. Oh si, 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 si. Non, 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 parce que bon, nous on fait beaucoup de numérique. Le numérique, ça marche jamais, mais il y a du numérique dans la voiture, ça marche jamais non plus avant que ça marche pour de bon. Bah, Donc bah, c'est pareil. La pression d'une organisation, les regards. Chez Renault, que j'adore, le côté, je le vois très bien, un peu désabusé. Oh, ils vont se planter. Oh, elle est pas terrible. T'as vu la nouvelle Clio? Ouais, bof, etc. Chez Renault. Puis dès que ça marche, c'est bravo, c'est génial, je vous l'avais dit. Bon, ça, dans notre cabinet, ça n'existe pas. Les clients, ils nous payent parce qu'ils nous aiment, on fait la prestation, on s'en va. Donc, tout cet environnement, on ne le connaît pas. Euh, je crois que c'est. Enfin, je suis peut-être naïf, mais je vois pas de position plus difficile parce que l'automobile est un des objets les plus complexes. hmm. Je connais les designers d'Apple, je sais comment ils travaillent. C'est une inversion de paradigme. Ils ont tous les pouvoirs et derrière ça suit. Et ils ont le temps pour que ça sorte. Donc si c'est pas prêt, c'est la génération d'après. Ils en sortent quand même un tous les ans. Mais l'automobile, il n'y a pas d'objet si gros, si cher, avec autant de pièces et autant de complexité. Donc, moi, j'ai jamais été confronté avec cette complexité-là, donc j'admire ça profondément. Et oui, c'est comme une entreprise interne, et c'est tout à fait admirable. Et vraiment, dans ce livre, si vous êtes un jeune, je le redis, parce que si vous êtes ingénieur, vous pensez que l'industrie, c'est quelque chose de mystérieux, de pas bien, où il n'y a pas d'intelligence, ce livre, c'est toute la preuve de l'inverse. C'est vraiment. Et l'automobile, c'est une école pour faire autre chose après. Ce qui est
ce qui est incroyable parce qu'il y a beaucoup des grandes théories de l'industrie qui sont à la pointe dans l'automobile. Les trains, c'est plus simple. Les trains, c'est de l'artisanat. Il y a moins de TGV fabriqués que d'Alpine. Ah oui. Il y a moins d'Airbus A320 qui a un grand succès que d'Alpine. Donc imaginez les séries et la maîtrise qu'on a sur le sujet. Alors moi, c'est une question qui me brûle les lèvres. On a beaucoup parlé de production automobile. Aujourd'hui, tu n'es plus chez un constructeur automobile et la question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le futur de l'automobile avec tous ces écrans, ces services, ces connexions, ces conduites autonomes? Est-ce que dans ton garage, tu as des voitures qui ne sont pas connectées, qui sont anciennes? Toutes les voitures nouvelles sont connectées. Alors, c'est quoi le futur de l'automobile? Voilà. C'est plus de technologie, Donc moins là, de je technologie? répète. C'est compliqué, hein, mais Oui, 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 non, c'est très difficile. Non, déjà, je dois encore répéter que je suis un optimiste. Je regarde pas demain pour dire, oh là là là, toutes les belles voitures, c'est fini là, ça sera que des trucs autonomes, électriques, ça m'intéresse pas. Je fais pas partie de ces gens-là, avec raison ou tort. Moi, je pense qu'on aura des voitures de l'avenir passionnants, fantastiques, électriques sans doute, hydrogène aussi pour les poids lourds, pas pour les voitures légères. Je pense qu'on aura toujours des moteurs à explosion d'ailleurs. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur les synthetic fuels et des autres solutions. Donc, le moteur à piston, c'est pas fini. Donc, moi, je pense qu'on aura plein de voitures très intéressantes pour les passionnés, pour des gens non passionnés. Je suis extrêmement optimiste. Et de temps en temps, je fais des petits speeches ou des symposiums avec des étudiants, des jeunes ingés. Et moi, j'ai dit, le seul truc que j'ai à dire, que je suis jaloux, que j'ai plus 22 ans comme vous, parce que vous allez faire des choses imaginables, fantastiques, que moi, je peux même pas rêver ou concevoir de ce que vous allez faire. Et c'est sincère. Par contre, je vais juste ouvrir la parenthèse, parce que là, encore une fois, il faut un podcast dédié entièrement à ça, c'est la voiture autonome. Donc, le véhicule électrique, c'est pas une révolution. C'est pas une révolution. C'était techniquement difficile, c'était techniquement intéressant, c'est important, mais c'est pas une révolution, c'est juste un changement de motorisation. La voiture autonome change le donne totalement. Le jour qu'on n'a plus besoin de conduire la voiture, ça ouvre les portes complètement. Et ça va changer le monde. Ça va pas changer le monde demain. On a encore un peu de temps, mais c'est profondément important. Ça va changer les cités, ça va changer le comportement, ça va changer la société. Donc, c'est ça la révolution qui est en train de venir. Encore une fois, c'est pas demain, ni dans 5 ans, après-demain, mais c'est une révolution très, très importante. J'ai travaillé dedans un tout petit peu. La technologie, c'est incroyable. Et donc, ça, c'est quelque chose à surveiller de près parce que ça va changer le monde. On a sorti un livre de Kuhlmann sur les voitures autonomes, justement, il y a quelques années, mais on sent que pour les gens, c'est un horizon qui est sans cesse repoussé, quoi. Mais on se fera peut-être ensemble, si vous voulez bien, un podcast dédié vraiment à ça, à la voiture autonome et les voitures du futur. Ce que je remarque, c'est que finalement, t'étais quand même toujours condamné au succès, quoi, parce que pour réussir à entraîner des équipes avec toi, t'étais condamné à réussir, parce que comme tu dis, les gens pardonnent, mais à condition que tu réussisses, quoi. Et il y a deux choses encore sur lesquelles j'aimerais que vous discutiez tous les deux, c'est cette notion d'écosystème. Parce que Jean-Louis, tu dis, bah oui, je suis très respectueux, nous on fait pas des choses aussi élaborées. Déjà, David, il y a combien de pièces dans une voiture? Est-ce qu'il y a autant de pièces dans une voiture d'aujourd'hui que dans une voiture il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans? Ou est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins, notamment avec les voitures électriques? Est-ce que euh, finalement, on n'est pas obligé de raisonner vraiment en écosystème? Jean-Louis, quand tu crées, quand tu conçois quelque chose, et même si c'est d'ordre numérique, est-ce qu'il ne faut pas maintenant le raisonner en tant que véritable écosystème, de la même manière qu'une voiture électrique, tu la raisonnes, borne de recharge, borne. Avant, une voiture, tu construisais pas une voiture en te disant, faut que je conçoive les stations essence, quoi, et les pompes à essence. Est-ce que ça, c'est pas aussi un changement dans la réflexion, dans la conception automobile? Et puis, après, je voudrais que tu nous évoques aussi la question des plateformes, parce que les gens comprennent pas trop ce que c'est, mais l'importance de ce que représente une plateforme dans la conception. Et puis, tu as fait un bel hommage à l'histoire de l'ingénierie française, notamment au travers du mot métier. Tu as rendu hommage à ce mot, et ça, je pense que
que pour Jean-Louis, c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup interpellé. C'est finalement, qu'est-ce qu'on met dans ce mot? Est-ce que tu as aimé dans cette culture de l'ingénierie Mm, française? C'est mm. finalement tout ce que recouvre ce mot, tout ce que comporte ce mot. Donc, si tu peux un petit peu nous décrire cette notion, nous dire déjà combien de pièces dans une voiture à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ça a changé, est-ce que ça a évolué, c'est quoi une plateforme, est-ce qu'on raisonne un écosystème, c'est quoi un écosystème finalement pour une automobile, et c'est quoi finalement, c'est quoi un métier dans l'automobile? Oula, Phil, là, il faut qu'on démarre encore un autre podcast là sur ces quatre questions-là. Donc, on va essayer de les balayer rapidement. Euh, donc, déjà, pour la quantité de pièces dans une voiture, très difficile parce que ça dépend sur qu'est-ce qu'on considère que les sièges, ça fait one reference ou est-ce que c'est cinq? Bref, mais chiffre rond, on peut compter sur à peu près 8000 références dans une voiture moderne. À peu près. Donc, complexité incroyable. Et dans ces 8000 là, je suis en train de compter le câblage. Je compte là pour 6 ou 7 pièces, hein. Dans le câblage, il y a des centaines et des centaines de pièces juste dans le câblage. Bref. Donc, on peut parler aux alentours de 8000 références. Véhicule électrique. Donc, un des mythes des véhicules électriques, il y a ceux qui vont dire, ouais, c'est beaucoup plus facile, c'est plus simple parce qu'il n'y a qu'une pièce qui tourne. Faux, donc absolument faux. C'est un des mythes que j'aime un peu aller au contre-courant de ça. Véhicule électrique, c'est aussi complexe qu'une voiture à explosion. Si tu comptes les références, voilà. Donc, absolument. Donc, cette explication que, oui, le véhicule électrique, c'est beaucoup plus simple, c'est pour ça qu'il y a beaucoup des startups qui vont arriver. Excusez-moi le terme anglais, mais c'est bullshit, hein. Donc, c'est juste pas faux. Donc, la complexité, c'est relativement stable depuis 20 ans. Par contre, si on parle maintenant de électronique embarquée avec les systèmes d'assistance aux conduites et un jour autonomie complète, alors là, la complexité explose, hein. On est dans un autre registre, même si c'est qu'une seule référence qui s'appelle le ADAS Domain Driver. Donc, c'est le control unit qui fait tout ce qui est aide à la conduite. Cette pièce-là est d'une complexité, voilà, qui est des ordres de magnitude plus complexe que tout le reste de la voiture, quoi. Bref, euh, donc, donc ça, c'est la question sur la complexité. Deuxième question sur les plateformes. Ben oui, les plateformes, c'est extrêmement important. Et je pense que Renault et les entreprises françaises encore, pour pas trop faire cocorico, mais on était parmi les premières pour dire, OK, on peut avoir une seule plateforme. Donc, c'est quoi une plateforme? C'est la partie châssis, mais aussi le soubassement et effectivement le train roulant, si on dit comme ça, si on utilise un ancien terme. Et le partie en haut, ça s'appelle le upper body ou des fois le top hat en anglais. Donc, c'est une espèce de chapeau qui vient chapeauter ça. Et, et Renault était vraiment à point dans ça dans les années 80, début des années 90. Et maintenant, c'est ça le levier le plus important pour, si on prend par exemple Volkswagen, une Polo, une Golf, Audi A3, Seat Cupra, euh, Skoda Fabia, c'est la même plateforme, strictement la même plateforme, avec des pièces qui sont achetées dans les millions. Ça veut dire si on appelle un Denso ou un Valeo, notre équipementier, pour acheter, je sais pas, une pompe à chaleur ou un système de clim, on n'achète pas des centaines, des milliers, on achète des dizaines, des millions. Et vous pouvez imaginer l'échelle des achats, les effets Mhm. économiques Mhm. de ça. Oui, juste en termes de plateforme, excuse-moi, pour bien qu'on comprenne, ça veut dire que finalement, toutes les voitures n'ont pas le même châssis. Une plateforme, elle peut avoir des largeurs, des longueurs de châssis qui sont différents, mais c'est simplement sur la même plateforme. Ou alors est-ce que tout est similaire dans tous les modèles? Donc, effectivement, les plateformes, ils sont conçus pour être modulables. Donc, par exemple, changer l'empattement, ça doit être extrêmement facile. On change que quelques pièces. Le plancher, voilà, les pièces longitudinales, ça doit être modulable avec très peu d'investissement. Ça veut dire, on peut faire un version break, par exemple, plus longue, vraiment en touchant deux, trois pièces. Maintenant, changer la largeur de la voiture, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de voitures avec la même voie.
parce que changer le dimension X ou Y, la largeur de la voiture, c'est beaucoup plus compliqué, on touche beaucoup plus de pièces. Mais effectivement, l'idée d'une plateforme ou la conception d'une plateforme, c'est de rendre la plateforme le plus flexible que possible pour faire le plus large, la gamme le plus large que possible sur cet investissement. Et effectivement, c'est une stratégie industrielle qui est utilisée par toutes les grandes marques aujourd'hui. Donc, Mais l'ingénieur concepteur de voiture doit travailler vraiment aussi en, main dans la main avec l'ingénieur plateforme, en fait, c'est-à-dire avec absolument, celui qui conçoit les plateformes. absolument. Et par exemple, encore euh, pour pas trop parler de cette livre, mais pour le chapitre sur le Nissan Qashqai, je pense que c'est un bon exemple de ça. Moi, j'ai passé au début de ce projet-là 1 an complet au Japon en travaillant sur la plateforme. Donc, on travaillait juste sur la plateforme, les grandes lignes de la plateforme, l'architecture de la plateforme, la boîte, le motopropulseur et la plateforme qu'on a conçue pour le Qashqai, qui était la première voiture qui sortait sur cette plateforme. Ça s'appelle le Lead Program, le programme du point. Sur la même plateforme, après, il y avait 5 autres voitures qui sortaient sur ça. Les Nissan X-Trail, les Nissan Rogue aux États-Unis, une voiture au Japon et même le Renault Koleos. Voilà, ils sont tous sur la même plateforme. Donc, ce travail, la première année du travail, c'était vraiment pour la plateforme. Et c'est seulement quand on a fait le soubassement Mhm. de la maison Oui, tu qu'on l'expliques bien, part ouais. finir le reste de la Mhm. maison. Oui, parce que dans l'imagerie populaire, quand on voit des photos d'usines, voitures automobiles, on a toujours l'impression que finalement, il suffit, comme tu le disais, d'un design, il suffit de concevoir un moteur, et puis après, on achète des bras robots allemands ou japonais qui viennent assembler tout ça, et on se rend pas compte et on se dit, bah, la plus grosse difficulté, c'est d'acheter les bras robots, quoi. Et en fait, non. Non. La plus grosse difficulté, c'est de concevoir cette plateforme et ensuite de concevoir les voitures qui vont bien avec cette plateforme, quoi. Phil, Et- Phil, je te recommande de lire Au cœur de la machine. ah oui, c'est bien expliqué. Et Mais je moi, je pense, le recommande à tous les auditeurs, justement. je pense que c'est Oui, oui. chapitre Non, 5 mais si je... c'est très bien expliqué parce que c'est vrai qu'on a cet imaginaire où on se rend pas compte de cette multiplicité de rôles et de fonctionnement et pourquoi c'est une industrie où c'est vrai, comme le dit David, il y a des tas de startups qui se disent, moi, je vais me lancer, je vais fabriquer des voitures, je vais faire ci, j'ai des projets de ci, ou même des grosses entreprises dont c'est pas le métier, et puis qui se disent, mais nous, d'un seul coup, on va faire des voitures. On entend des Apple, des Google, des etc. On se dit, bah, un jour, ils vont sortir leur voiture. Puis on se rend compte que année après année, bah oui, oui, ils vont le faire un jour, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut en fait créer véritablement un ensemble d'éléments, un processus industriel qui est extrêmement difficile, extrêmement complexe. Et c'est pour ça que quand on a un pays où on a la chance d'avoir encore quelques industries automobiles, bah, le risque de casser ça, c'est un séisme énorme parce que non seulement le nombre d'employés que ça représente, mais le nombre de savoirs que ça représente, il est incroyable. On peut pas récupérer ces savoirs si on les casse et si on les perd. Et ce qui est très intéressant, tu donnes aussi l'exemple de l'Alpine, où tu dis effectivement pour toutes les pièces qui sont fabriquées, que tu as été obligé d'aller chercher en Italie, chez ces fournisseurs, chez ces petits fabricants, qui sont des petites industries. Et on dit toujours que Mm. l'Italie a une industrie bien supérieure à la France, mais ils ont su conserver des structures, des petites PME et qui font des choses à la fois de qualité, mais que tu es obligé d'aller chercher parce que ce sont les seuls à pouvoir concevoir, prototyper et réaliser ensuite un élément d'une voiture, quoi. Et l'écosystème, je pense, l'écosystème, on peut, tu as absolument raison, l'automobile n'existe pas dans une vie de scientifique. Il y a plusieurs écosystèmes. On a déjà touché sur un écosystème très important pour le véhicule électrique, qui est le réseau du charge, qui est encore loin d'être parfait dans la plupart des pays, malheureusement. Mais on a aussi le réseau, comme tu as dit, des fournisseurs. C'est pas que Renault, Nissan et les marques automobiles. Derrière eux, il y a tout un univers même, pas un écosystème, un univers des fournisseurs de rang 1, de rang 2, des spécialistes, des petits spécialistes comme tu as évoqué à Torino pour des pièces fabriquées à la main, mais après des fabricants de batteries, d'électronique embarquée, etc., etc. Donc, il y a tout un univers derrière ces marques. Et après, il y a un écosystème qui est l'écosystème, je dirais, social, la loi qui change, le challenge de gaz à effet de serre.
les régulations, aussi l'acceptabilité de la voiture. Donc, pour les générations qui arrivent, pour nous, c'est normal qu'on roule en voiture privée. Que moi, je possède une voiture qui est dans mon garage, c'est à moi. Demain, socialement, est-ce que ça serait acceptable dans une grande ville? D'où le challenge de véhicules autonomes. Donc, il y a plusieurs écosystèmes. Et effectivement, c'est encore la richesse du métier, on va revenir sur ce mot, du métier de l'ingénieur, c'est d'essayer de comprendre tout ça. On va jamais comprendre tout ça parce que c'est trop complexe, mais au minimum, essayer de positionner le produit, cette fameuse machine, au centre de ça et pour que ça fait du sens dans ces plusieurs univers ou écosystèmes. Allez, on va revenir sur ce beau mot métier. Moi, sur écosystème, j'en rajouterais un autre, un nouveau. Les voitures, avant, ne dépendaient que d'un réseau d'alimentation en énergie. Aujourd'hui, il y a un deuxième réseau énergie électricité, mais il y a un réseau qui s'est ajouté dans l'automobile, qui est un réseau d'information. Et les automobiles deviennent dépendants de fournisseurs d'informations américains ou autonomes avec des solutions allemandes, Nokia, etc. Et ça, c'est important parce que l'information et la connaissance, c'est clé dans l'automobile de demain. Pour être provocant, j'ai envie de dire, il y a plusieurs stratégies. Et ça, c'est mon métier. La voiture, elle est un accessoire du téléphone. La voiture, elle est une plateforme et elle accueille des services. Ou la voiture, elle est un système. Elle a des petites portes d'entrée informatiques, des API. Et elle met profondément en son sein, dans un rapport plus équilibré, des systèmes venus d'ailleurs. Ou elle fait tout elle-même, ce qui est un peu le modèle qu'a pris Mercedes. Et ça, c'est un vrai défi. Tesla est né de l'informatique et a fait une voiture en conséquence de sa maîtrise de l'informatique. L'accueil de l'informatique chez les constructeurs automobiles européens, il y a plein de stratégies différentes. Renault en a une, Volkswagen en a une autre, Mercedes en a une troisième. Et ça bouleverse un petit peu parce que ça crée des objets qui sont plus solitaires, qui sont ce que j'appelle des néo-objets, c'est-à-dire des objets qui sont à la fois des biens et des services. Jusqu'au paiement à l'usage, jusqu'au l'assurance en fonction de quand on roule. Enfin, ça change complètement même le modèle économique de l'automobile. Et ça, quand on est tellement occupé à la fabrication, parce que c'est très compliqué, qu'on est l'ensemblier final, toutes ces questions nouvelles stratégiques, numériques, elles sont très compliquées à maîtriser parce que c'est pas dans la culture de l'entreprise. Et c'est un peu le bouleversement invisible que vivent les constructeurs aujourd'hui. Et nous, par exemple, qui sommes experts de ça, on a fait une quinzaine de produits dans ce champ-là. On n'arrive pas à travailler avec les constructeurs automobiles grands parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des gens qui sont comme eux. Mais les émergences nouvelles, on les appelle des startups ou des... Bon, il faut changer de culture, c'est normal, c'est compliqué, mais c'est un grand danger. Si tu vois pas ceux qui savent des sujets nouveaux, bah, quelque part, tu te poses des problèmes. Il y a des passerelles entre les fabricants de drones et les fabricants de voitures. Il faut que les fabricants de voitures parlent aux fabricants de drones, parce que les drones sont autonomes depuis longtemps maintenant. Bon, il y a vraiment des sujets nouveaux qui sont le dernier écosystème humain et technologique qu'il faut maîtriser, parce que c'est un vrai changement de culture. Et juste pour tout à fait, et de mon travail aujourd'hui, parce que je suis plus avec les constructeurs automobiles, je suis un consultant, un freelance de quelque sorte, et 90% de mon travail, c'est exactement sur ce challenge-là, Jean-Louis, que tu évoques. Donc, je considère, j'ai la chance aussi d'avoir travaillé sur, allez, on va dire, une des dernières voitures relativement simples, Alpine A110, parce que la 110, elle est sortie en 2017. Donc, elle est sortie juste avant la régulation imposait d'avoir des systèmes d'aide à la conduite, lane departure warning, automatic emergency braking, etc. Et je me souviens au salon de Genève, je parlais avec un journaliste anglais, je crois, et le gars, il avait son petit calepin, comme ça, il faisait des notes en entretien, il me dit, OK, David, je comprends le comportement, châssis aluminium, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux juste lister les systèmes aide à la conduite? Et moi, je fais, OK, on y va, tu es prêt? Oui, oui, on est prêt. OK, il y a un volant et un accélérateur. Voilà. Voilà. Et oui, Et le gars, il on fait, refera très certainement un podcast OK. ensemble sur cette question des nouveaux modèles économiques de l'automobile et puis des voitures du futur. Mais donc, si on peut conclure sur cette notion de métier, hein, qui vous tient à cœur tous les deux,
Et je sais que tu en parles beaucoup dans le livre, mais tu rends effectivement honneur à ce Hmm. mot quand tu dis j'arrive en France et je découvre ce beau mot de métier. C'est Dubreuil, ouais. L'école des arts et métiers, l'école des arts et métiers, qui est la grande école des ingénieurs de l'automobile, qui est Oui. l'école des ingénieurs qui C'est faisait. marrant parce que tu sais qui m'a expliqué ce que ça veut dire le mot métier. Jean-Louis, c'était Yves Douvray, himself. Et parce que moi, j'avais vu le mot métier partout. Je cherchais, je regardais dans un dictionnaire parce que mon français était tellement nul. Je regardais juste. Et donc, si on cherche la traduction du mot métier dans le Oxford English Dictionary, on va trouver un mot comme skills ou knowledge, savoir-faire, ou euh, un truc comme ça. Mais j'ai compris après un peu de temps que c'est pas que ça, c'est pas que du savoir-faire, c'est pas que des skills. Métier, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous français, ce que ça veut dire, mais il y a le sens pour moi le sens de passion, de fierté, de l'histoire, d'appartenance à un métier aussi. Et donc, il y a une version anglaise aussi du livre Au cœur de la machine qui s'appelle Inside the Machine. Et dans la version anglaise, j'ai préservé le mot métier en tant que tel. J'explique aux lecteurs anglophones que je ne peux pas traduire ce mot parce que c'est impossible à traduire. Donc, c'est écrit en tout français, métier dans le bouquin. Il y a une petite note pour expliquer à peu près ce que ça veut dire. Mais ce que j'adore, et je pense que c'est profondément français, dans ce petit mot-là, il y a toute l'histoire de la France industrielle, de l'automobile, de fierté. Vraiment, ouais. Mais chez Renault aussi, on dit par exemple pas les vendeurs, on dit les commerçants. Et les commerçants, c'est aussi commercer, c'est parler avec l'autre, et puis c'est vendre, faire du commerce. Mm. C'est un mot très ancien aussi. Mais quand les gens de Renault disaient non, mais là, il part parce qu'il faut qu'il aille travailler avec les commerçants, c'est-à-dire les gens qui vendent les autos, qui sont à la direction commerciale France, qui est la plus Mm. importante forcément, en tout cas à l'époque. Et c'est des mots anciens, mais qui disent profondément l'histoire d'entreprise. Et c'est important parce que si les Renault ont une caractéristique encore aujourd'hui sur le marché qui fait que des gens mettent de l'argent pour les avoir, c'est parce que ces choses-là caractérisent les produits. Comme les produits allemands ont des caractéristiques qui leur sont propres, les produits anglais super technologiques, super exclusifs ont leurs caractéristiques. Les produits italiens, j'en parle même pas. Euh, c'est ces petites choses-là. Une culture, c'est gratuit et ça fait de la différence sur un marché compétitif. Voilà, ça Mm. fait. Alors, c'est invisible, mais ça se perçoit, ça transpire un petit peu, je trouve. Et moi, ce que j'adorais aussi, c'est chez Renault, pareil, j'imagine, mes expériences chez moi, c'est que chez Renault, on utilisait le mot métier avec un majuscule pour le métier de l'électronique ou le métier de carrosserie, etc. Mais on utilisait aussi avec un minuscule dans le sens pour dire que quelqu'un était très fort. Ça veut dire, ah tiens, ce gars, Phil, il connaît son métier, quoi, quand même, hein. J'adore ça, j'adore ça. Parce que c'est un compliment, dire, tiens, Jean-Louis, là, en tant que tout ce qu'il design, le gars, il connaît son métier. Ça, c'est top. Si quelqu'un dit Il a ça, du métier. D'où l'expression il a du métier. Et vous savez que l'expression il connaît son métier ou il a du ouais, métier, c'est pas comme sur un CV, tu non, sais, un CV où tu vas mettre lister juste les non, expériences. Non, vous savez que si on dit de quelqu'un il connaît son métier ou il a du métier, on sent que ouais, derrière il y a il y a du vécu, quoi, ouais. il y a, il y a du vécu et il y a surtout à la fois mais quelque chose, mais dont on sent qu'on a besoin de la transmission de cette chose. Mais Et ce que David est en train de parler, c'est le combat de ma vie. Je le dis, c'est très immodeste, mais pour moi, les objets techniques et les gens qui les font, c'est une culture au même titre que le cinéma, la littérature ou la peinture qu'on voit au Louvre. C'est-à-dire ces gens qui transforment le monde, dont on voit les travaux au musée des arts et métiers, dont on voit les travaux dans les musées de sciences et technologies, font partie de la culture des pays au même titre que les artistes. Alors en France, la culture technique n'est pas valorisée comme la littérature ou le cinéma. C'est bien dommage. On a essayé de rattraper notre retard face aux Anglais en 1886 dans un livre qui s'appelait La crise industrielle, où il fallait courir derrière les Anglais qui étaient très en avance sur nous. Ils avaient fait la révolution industrielle, William Morris avait inventé le design, et on n'avait toujours pas compris
que les objets en série devaient avoir des qualités propres et pas être la copie minable des objets du roi Louis XIV que par ailleurs on avait tué. Donc c'était très compliqué dans notre tête. Et ce qu'on a transformé après avec les expos universelles, en retard comme toujours, mais en apprenant de nos voisins, les Italiens, les Anglais, les Allemands, quelque part c'est une culture. Et cette culture, elle est aussi importante que le cinéma, que la littérature. Et dans le livre de David, c'est très intéressant parce qu'on voit cette culture racontée par quelqu'un qui est outsider, comme il l'a dit. Et du fait, il en parle beaucoup mieux que nous parce qu'il a fait exister. Nous, on peut dire c'est chauvin, ah oui, Renault, il y en a marre, etc. Il le dit avec quelqu'un qui est irlandais, qui a bossé chez Nissan, on respectait les Japonais, c'était incroyable pour nous les Japonais. Et pouf, il y a quelqu'un qui décrit et qui fait dans cette culture-là quelque chose. Et ça, c'est précieux. Vraiment, tous les designers qui veulent faire des produits, tous les ingénieurs qui veulent faire des produits devraient être tombés amoureux de ce bouquin comme moi parce que ça parle de ce qu'il y a entre la technique et ce qui fait un ingénieur plein entier, un homme du progrès, comme on les appelait avant la Seconde Guerre mondiale, quand les ingénieurs n'étaient pas formés encore, et qu'ils ont inventé à peu près tout ce qu'on pouvait inventer, l'automobile, l'aviation, la radiodiffusion, les moteurs électriques, etc. C'est ça un ingénieur. Et dans ce bouquin, il y a peu de bouquins. Tu es là, David, tu peux sortir, mais comme je l'ai dit, je suis plus fasciné par les ingénieurs que par les designers. Le bouquin de Gabriel Voisin, Mes 100 000 voitures et Mes 100 000 cerfs-volants, m'a vraiment marqué. Les bouquins de l'histoire de Renault, l'histoire de la Twingo, Logan, etc. sont passionnants. Quelques bouquins de l'histoire de l'aviation sur les grandes marques comme Breguet, très innovantes, sont fantastiques. Ou l'histoire de Reginald Mitchell, l'ingénieur du Spitfire, exceptionnel, exceptionnel. Et ce bouquin, il est dans cette veine-là. C'est-à-dire qu'il vous fait tomber amoureux de l'industrie en vous disant c'est un monde formidable, c'est un monde où on peut faire des choses et c'est un monde complet. Et c'est un monde complet. C'est-à-dire que on peut, d'abord, on peut voyager dedans, on n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Et c'est un monde qui est proche finalement d'une finalité, c'est-à-dire les gens pour qui on fait les produits. Et ça, c'est assez facile. Et on n'a plus beaucoup d'exemples de gens qui font des produits grand public comme ça en France. Donc c'est une école de la réindustrialisation à mon avis, l'automobile, et puis surtout lire ce bouquin parce que ça peut créer des vocations. Voilà, les startups industrielles, pour faire des vélos, il faut lire le bouquin de David. Ça peut être paradoxal, mais j'en suis convaincu. Et les humains sont pas toujours comme ça. Des fois ils ont envie de conduire, des fois ils n'ont pas envie de conduire. Donc Bah oui. comment on laisse le choix? Et finalement, comme les Est-ce questions qu'on a sont un plus système subtiles. débrayable, vraiment débrayable? Parce que c'est C'est des vrai questions d'interface, que d'interaction et tu de as vie à bord, tout remis. simplement. Mais c'est toujours abordé sous l'angle science-fiction, un peu, ouais, un peu spectaculaire. Bah oui, parce que moi, ce que j'ai l'impression, tu vois, David et Jean-Louis, c'est que depuis qu'on nous annonce la fin du moteur thermique, il y a un regain de l'automobile. C'est-à-dire que les gens qui auparavant disaient oui, maintenant ils ont envie d'acheter des voitures pour se faire plaisir. Maintenant ils redécouvrent le plaisir de la conduite. C'est incroyable le nombre de gens qui auparavant, oui, oui, bon, la voiture, on va garder le côté très pratique, très utilitaire. Et tu sens que depuis quelques années, finalement, depuis 3-4 ans, les gens se disent ah ben non, on veut encore se faire plaisir avec des voitures. Et que cette notion de prendre plaisir avec cet objet, c'est quelque chose Est-ce qu'il va y avoir juste une élite Tu qui veux dire que tu vas pourra... t'acheter une Porsche, Phil? Ben, j'ai pas les Une moyens. Alpine? Je te sens plus sur l'Alpine. Moi, je serais plutôt sur une Alpine, ouais. Même si j'ai pas trop, j'ai le gabarit un peu plus, tu vois, il me faut un siège baquet un peu plus large, mais c'est vrai que oui, parce qu'il y a cette notion très importante. Alors, est-ce qu'on va avoir une élite, tu vois, qui pourrait se payer des voitures et se faire des tours au circuit et aller dans les Pyrénées ou dans les Alpes pour se faire un peu plaisir? Et puis que pour tous les autres, eh ben, on sera comme si on prenait le métro, quoi, tu sais, c'est-à-dire que finalement, ça va être juste, et que la seule valeur, ça sera l'entertainment qu'on va nous fournir, quoi, c'est-à-dire le fait de dire on va vous faire regarder des séries Netflix même pendant que vous êtes dans la rue, finalement. Et donc, est-ce qu'on risque pas d'aller vers ça? Mais, mais moi, je pensais, souvent on parle de ou. Est-ce que c'est Mmh, mmh, explosion ou thermique, ou électrique ou mmh. thermique, voiture ou train? Et pour moi, c'est Les deux. Bien c'est évidemment. et, c'est les deux. Ça veut dire
Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Chine, là, quand j'étais Mhm, avec ces startups chinois. Donc, j'ai passé mhm, pas mal de temps à Shanghai, par exemple. Donc, Shanghai, je sais pas si vous l'avez visité, mais Shanghai, c'est juste mhm, énorme. C'est impressionnant. C'est 3 fois Londres et Tokyo. C'est énorme. Donc, une connerie, une voiture privée mhm, à mhm, Shanghai, c'est une connerie. Ça sert à rien. Donc, moi, j'ai mhm, pas envie d'avoir une voiture là. J'ai envie d'une voiture autonome qui va venir me chercher, me déposer, qui va aller chercher les autres, qui va avoir une mhm. utilisation de 90%, qui sera pas garée. Donc, la voiture là-bas, Ouais. c'est une aberration. Ça fait pas de sens. Mais là, je vous parle aujourd'hui, Mhm, je suis à Saint-Javet, dans l'Haute-Savoie, juste en bas ici, une route de montagne magnifique. Bien sûr, une voiture fait du sens ici. Et dans 50 ans, j'en suis mhm, sûr, il y aura une Porsche 911 mhm. dedans et une Alpine. Je sais pas si ça sera électrique ou hydrogène ou j'en sais rien, mais il y aura quelqu'un qui va se faire plaisir sur cette route dans 50 ans. J'en suis Mais tu sûr. vois, nous, Donc pour moi, c'est les deux. on a un Je suis L'avenir est bouquin, les d'accord avec deux. ça, je suis je d'accord avec sais ça. plus Ouais. si c'est le livre d'Alec Ross ou si c'est le livre qu'on a fait sur les voitures autonomes, etc., où il nous expliquait qu'en Chine, il y avait vraiment une politique qui était menée, tu vas peut-être pouvoir me le confirmer ou me dire si c'est faux, mais qui disait que tu as des grandes villes chinoises où si tu veux acheter une voiture, tu es obligé d'acheter une voiture électrique. Si tu veux acheter une voiture à moteur thermique, tu dois attendre d'être tiré au sort. C'est-à-dire qu'il y a un tirage au sort qui est fait tous les mois, et si tu es tiré au sort, tu as le droit d'acheter une autre voiture. Autrement, si tu veux une voiture, c'est électrique, et c'est comme ça qu'ils ont dit, on va créer notre industrie et on va dominer le monde des voitures électriques parce qu'on aura suffisamment développé l'industrie. Tu confirmes que c'est... Comme ça s'appelle le Rank One Cities, donc Mhm, comme Beijing, Shanghai, Guangzhou et compagnie, les gros. C'est comme tu dis, effectivement, c'est impossible. En réalité, c'est impossible d'acheter un moteur à explosion. mhm, C'est un EV ou rien. Et effectivement, c'est pour ça. Il y a des autres raisons aussi, mais le gouvernement chinois est en train, après des décennies de chercher de rattraper les Occidentaux mhm. sur les voitures avec des deals avec Volkswagen et compagnie, ils ont vu que, OK, on n'arrive Ouais. pas, mais le véhicule électrique, c'est notre chance de faire un saut en avance, Mhm. voilà, et rattraper et doubler les Occidentaux. Et ils sont en train de le faire. Ouais, Ils sont en train de le tu faire. penses qu'ils vont C'est réussir, très quoi. impressionnant. Merci beaucoup à tous les deux et on se revient maintenant. Merci d'avoir écouté notre premier podcast sur notre chaîne Perspective au cœur des idées. Vous trouverez les liens d'achat des ouvrages de David Toig, Au cœur de la machine, et de Jean-Louis Fréchin, Le design des choses à l'ère du numérique et de l'IA, sur notre site fipédition.com ainsi que tous nos autres podcasts. Merci pour votre attention et à bientôt.